j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de celle de d'habitude parce que d'habitude j'ai l'habitude d'aborder un seul sujet entre guillemets par vidéo, alors qu'aujourd'hui on va aborder plein de sujets différents parce que j'ai décidé de faire une FAQ. Je vous ai posté en story il y a quelques jours une boîte à questions afin que vous puissiez me poser toutes les questions que vous vouliez, que ce soit sur l'UGC, l'équilibre pro-perso, ma vision des choses, le fait d'être en freelance, enfin vraiment tous les sujets que vous vouliez. Et aujourd'hui du coup je vais y répondre directement dans cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal de questions, du coup j'ai dû sélectionner celles qui me semblaient les plus pertinentes et celles qui pouvaient aider un plus grand nombre d'entre vous. Et du coup on peut commencer tout de suite avec la première question qui est: des créatrices disent qu'il faut mettre son prix dans son portfolio et d'autres non. Donc je sous-entends ici que tu me demandes un petit peu mon avis sur le sujet. Du coup bien sûr je vais te donner mon avis, mais je vais aussi te donner la différence entre les deux, entre le fait de mettre son prix ou de ne pas l'afficher. Comme ça tu pourras par la suite te faire ton propre avis selon ce que je t'ai dit. Du coup personnellement sur mon portfolio, mes tarifs ne sont pas affichés. Je demande à la marque directement de m'envoyer un message selon ses besoins pour que je puisse lui donner un tarif adapté à ses attentes et à ses besoins. Donc tu te doutes bien que mon avis c'est le fait de ne pas mettre son prix sur le portfolio. Du coup tu te doutes bien que pour moi mon avis c'est de pas mettre son prix sur son portfolio, mais je vais te donner quand même les avantages et les inconvénients de cette option. Du coup le premier avantage c'est que la marque elle va venir te demander en fait tes tarifs et du coup vous allez créer un premier échange. Tu vas pouvoir lui poser des questions sur ses besoins, elle va pouvoir voir ta personnalité, elle va pouvoir voir ton professionnalisme, etc. Donc déjà à ses yeux, tu seras pas seulement un prix, mais tu montreras vraiment ta personnalité, ton intéressement pour la marque, etc. Et tu te différencieras peut-être déjà un petit peu des autres créatrices de par vos premiers échanges et la première impression qu'elle a eue de toi. Et le deuxième avantage pour moi, c'est le fait qu'en fait, si la marque elle ne voit pas tes tarifs, ça te laisse en fait une certaine liberté un petit peu sur tes tarifs selon la marque que tu as en face de toi, selon ses besoins, etc. T'es pas bridé avec ta grille tarifaire qui a indiqué sur ton portfolio. Alors je dis pas qu'il faut mettre des prix de fou et faire des énormes différences entre les marques, mais c'est vrai que ça te laisse un peu plus de liberté par rapport à ça, par rapport au fait de créer des packs, etc. Et le seul inconvénient que moi je trouve du fait de ne pas mettre ces tarifs, c'est le fait que y a des marques qui sont uniquement vraiment intéressées par le tarif et qui du coup vont peut-être avoir un petit peu entre guillemets la flemme de t'envoyer un message pour te demander ton tarif. Et du coup tu peux perdre un peu peut-être une collaboration parce que tes tarifs correspondraient à la marque mais elle t'a pas envoyé de message. Mais c'est vrai que pour moi ces marques là au final tu perds pas grand chose parce que ça veut dire qu'elles t'ont vraiment uniquement associé à un prix et que derrière elles s'en fichent un petit peu de ta personnalité, etc. Et le deuxième point du coup c'est si jamais tu décides d'afficher tes prix sur ton portfolio, dans ce cas là en fait l'avantage c'est que en général si une marque elle te contacte, c'est sûrement qu'elle a déjà pris connaissance de tes prix et du coup c'est que vraiment elle veut collaborer avec toi. Et elle sera peut-être moins pénible sur l'aspect négociation parce qu'elle sait exactement à quoi s'attendre quand elle te contacte. Les inconvénients j'en vois plusieurs. Premièrement c'est le fait d'être uniquement associé à un prix et plus du tout associé à ta personnalité et à ton travail, parce qu'une marque elle risque en fait de s'arrêter là-dessus et du coup de ne pas forcément te contacter pour chercher à négocier parce qu'elle se dit que ton prix c'est tant et que derrière tu seras pas prête à le baisser. Sauf qu'encore une fois peut-être que selon les besoins de la marque, ton prix en vrai il sera différent de ce qui est affiché sur ton portfolio, donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Donc voilà, t'as mon avis sur le sujet. Selon moi c'est plus avantageux de ne pas afficher son prix, mais après c'est à toi de voir et à toi de faire surtout ce que tu veux. On passe à la deuxième question qui est: comment gères-tu les cours plus les tournages? Et je suis très bien placée pour répondre à cette question parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiante tout en étant créatrice UGC. Du coup comment vous dire que mes journées sont plutôt bien chargées entre les cours qui incluent tous les travaux à rendre, les associations étudiantes, les partiels, etc. Et l'UGC, bon ça vous savez tout ce que ça inclut. C'est vrai que ça me fait des journées qui sont plutôt bien chargées, mais c'est vrai que j'ai toujours su bien gérer les deux. Du coup mon premier conseil d'organisation c'est le fait déjà d'organiser tes semaines le dimanche. Le fait de faire ça, au moins tu as une vision claire un peu sur tout ce que tu as à faire et ça te permet surtout de ne rien oublier et de ne jamais arriver un jour et te dire ah mais j'avais ça à faire, j'ai complètement zappé cette collaboration ou autre. Le dimanche tu te poses, tu prends 30 minutes pour organiser toute la semaine, pour faire un point sur toutes les collaborations, les délais que tu as, etc. Faire un point sur le contenu que tu as à tourner pour tes réseaux sociaux, etc. Et le plus important surtout ça va être de prioriser toutes les tâches qui sont dites urgentes, surtout en période de rush, pour vraiment une fois que c'est fait et on n'en parle plus. Deuxième conseil, même si tu as organisé toute ta semaine, je te conseille quand même de faire des to-do list tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, il y a toujours des petites tâches qui viennent de se rajouter. Une petite modification pour cette marque là sur le montage, tu dois répondre à un nouveau mail, etc. Et en fait pour éviter de les oublier et de repousser ces mini tâches en fait au lendemain, je te conseille de tous les jours tu refais une to-do list et ça te permet vraiment d'avoir un visuel sur toutes les tâches dans les détails que tu as à faire.
Et pour cette to-do list là, je te conseille directement de la faire sur un carnet. C'est vrai que sur papier c'est beaucoup plus visuel. Moi je sais que je colle des post-it sur mon ordinateur et en fait ça me permet de ne vraiment jamais oublier les tâches que j'ai à faire. Et ensuite je trouve ça beaucoup plus satisfaisant en plus à cocher et à voir que la journée elle avance. Le troisième conseil par rapport à l'organisation, c'est le fait d'éviter évidemment la procrastination. Je sais que c'est pas forcément facile et surtout que des fois on se rend pas compte qu'on procrastine. Et je sais que pour ça moi j'ai installé l'application Jomo. C'est vrai que souvent si on procrastine c'est sûrement qu'on est sur notre téléphone. Jomo en fait ça te permet de bloquer tes applications sur ton téléphone, principalement les réseaux sociaux, enfin tu peux sélectionner ce que tu veux. Et en fait tu as le droit de les débloquer. Mais il faut attendre un certain temps pour les débloquer et plus tu vas débloquer de fois dans la journée en fait tes applications, plus le temps d'attente avant que ce soit débloqué c'est long. Et du coup c'est vrai que c'est cool parce qu'au moins en fait on a le temps à la réflexion, c'est-à-dire que des fois quand il y a 60 secondes, enfin du coup 1 minute à attendre pour que l'application elle se débloque, des fois on se dit c'est vrai qu'en plus j'en ai pas besoin maintenant d'aller sur Instagram, je mets de côté, je finis ce que j'ai à faire et je verrai après. Donc c'est vrai que moi ça m'a vraiment permis de baisser mon temps d'écran alors que j'avais déjà pas forcément l'impression de passer énormément de temps dessus. Mais en fait on s'en rend pas compte, mais 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, au final c'est énorme. Et dernier conseil organisation, je te conseille d'optimiser au maximum ton temps. C'est-à-dire de mettre dans la même journée par exemple les tâches qui se ressemblent. Par exemple pour la création de contenu pour tes réseaux sociaux, toute une matinée tu cherches des idées de contenu, t'écris les scripts etc. Et toute l'après-midi tu tournes ton contenu. Et ça te permet au moins qu'en une seule journée tout soit fini et t'es pas tous les jours à te remettre un petit peu dedans, parce que c'est aussi ça qui est compliqué, c'est le fait d'à chaque fois se remettre sur un nouveau sujet tous les jours. Et au moins là une fois que c'est fait et voilà. Donc voilà, c'est exactement comment moi j'organise mes journées pour jongler entre les cours et l'UGC de manière un peu plus simple et sans trop de prise de tête. D'ailleurs je tiens à préciser que le fait d'avoir une activité à côté de l'UGC ça ne doit être en aucun cas une excuse. Moi je génère 3000 € par mois tout en étant étudiante et je dis pas que c'est facile, loin de là, ça peut être énormément de sacrifices parfois, de sacrifier des week-ends, sacrifier des moments avec ses amis, etc. Mais ça prouve comme quoi quand on veut, on peut, et il faut juste se donner les moyens pour réussir. Donc voilà, on peut passer à la troisième question qui est: tu utilises quoi pour tes factures? Alors pour toute la partie devis et factures, j'utilise l'application Time AE. C'est une plateforme qui est 100% gratuite et qui permet vraiment de tout centraliser sur la même plateforme, donc ça c'est top. Tu peux à la fois créer tes devis, à la fois créer tes factures, à la fois tu vois tous tes revenus du mois, à la fois tu vois aussi tous tes clients par exemple qui t'ont payé en retard, etc. C'est vrai qu'en fait t'as un visu sur absolument tout et c'est ultra pratique parce que ça évite d'avoir plein de dossiers un peu partout. Et c'est vrai qu'elle est ultra pratique parce qu'en fait tous les devis et toutes les factures elles sont déjà pré-remplies avec toutes les informations d'administration ou encore de légalité. Donc ça c'est vrai que c'est ultra pratique et derrière t'as juste à remplir tes propres informations et en général t'as juste à remplir le nom du client, la désignation de de ton service et le prix que tu vas vendre. Et derrière en fait tout le reste c'est déjà pré-rempli, donc ça c'est top. Et du coup après une fois que ton devis il est validé, ce qui est top c'est qu'en un seul clic tu peux le transformer en facture grâce à un petit bouton qui s'appelle transformer le devis en facture. Et du coup c'est vrai que t'as pas besoin de re-remplir toutes les informations que t'avais remplies dans le devis. Autre point positif, je sais il y a que des points positifs sur cette plateforme, c'est le fait que tu peux sélectionner la langue dans laquelle tu veux que le devis y soit, et pareil tout se fait automatiquement. Et ça c'est vrai que ça m'a été ultra pratique cette année avec toutes les agences étrangères quand on m'a demandé des factures en allemand ou encore en anglais. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un bon point positif aussi. Donc voilà, je vous conseille tous la plateforme Time AE, elle est juste incroyable. Je crois qu'on est à la quatrième question qui est: c'est normal de ne pas avoir d'inbound après 3 semaines de charbon? Et je l'ai relié avec une autre question qui était de la même personne et qui était: tips pour que les marques nous voient encore plus grâce à nos réseaux et nos portfolios. Donc voilà, j'ai décidé de lier les deux questions parce qu'en répondant à la première, j'allais un petit peu découler sur la deuxième. Du coup, je vais peut-être te décevoir ou alors te rassurer, mais en seulement 3 semaines, c'est totalement normal de ne pas recevoir d'inbound. Bon, déjà, félicitations pour les 3 semaines de régularité, ça pour le coup c'est vraiment top. Le fait d'avoir gardé un peu cette constance sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un très bon point pour recevoir des inbound, mais malheureusement, il n'y a pas que ça à prendre en compte. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo entière sur le sujet qui s'appelle Pourquoi tu ne reçois pas d'inbound. Donc si pour toi c'est un problème aujourd'hui le fait de ne pas recevoir d'inbound, n'hésite pas à aller la regarder. Au moins tu verras que ce sera très complet parce que là je peux bien sûr pas aborder autant de points que dans une vidéo complète. Mais je vais quand même t'y répondre. Du coup pour recevoir des inbound, la régularité c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour l'algorithme mais aussi pour toi, parce que plus tu vas t'entraîner à poster, plus évidemment tu vas t'améliorer.
Mais du coup, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Derrière, il faut réussir à créer du contenu qui est réellement qualitatif, du contenu qui est en adéquation avec les marques avec qui tu veux travailler, du contenu qui rentre dans ton personal branding, donc c'est-à-dire qu'il faut réussir à se créer son propre personal branding et ça c'est vrai que ça prend du temps. Donc c'est vrai que même si tu as été régulière pendant les 3 semaines, c'est très bien, tu as coché une case de tout ce qu'il faut faire pour réussir à recevoir des inbound. Il y a énormément d'autres choses à prendre en compte, dont tout ce que je t'ai dit. Et le fait d'être régulière va t'amener petit à petit vers la réussite et vers le fait de recevoir des inbound parce que tu vas réussir petit à petit à te créer un personal branding, parce que petit à petit tu vas aussi améliorer ton contenu, etc. Mais voilà, c'est assez rare de réussir tout de suite à vivre de l'UGC grâce aux inbound, c'est vraiment un travail sur le long terme. Donc sois patiente, continue justement à charbonner comme tu le dis pendant encore plus de 3 semaines et tu verras que l'effet cumulé se mettra tout simplement en place et que ta patience payera. Ensuite on m'a posé la question, quelle a été ta plus grosse difficulté en UGC? Et je trouve que c'est une très bonne question parce que du coup peut-être que vous le savez ou non, j'ai eu une très grosse période de stagnation dans mon activité et je pense que c'est ça très clairement ma plus grosse difficulté aujourd'hui que j'ai connue. Donc évidemment ça va regrouper toutes les autres difficultés possibles. Ça va regrouper les difficultés de négociation, de prospection, de personal branding, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai que du coup, ma plus grosse difficulté, c'est justement cette période-là où j'avais énormément de mal à évoluer et que je ne comprenais pas surtout pourquoi est-ce que j'étais dans cette période de stagnation où en fait rien n'évoluait et rien ne marchait. Et je pense qu'il y a énormément de créatrices UGC qui sont dans le même cas que moi et c'est vrai que c'est hyper dur de voir en fait que plein d'autres créatrices UGC cartonnent pendant que nous on a l'impression de tout bien faire et au final il n'y a rien qui fonctionne. Bon, je vous confirme qu'au final je faisais rien de bien avec le recul que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que c'est une période qui est vraiment pas facile où on se compare énormément aux autres, etc. C'est une période qui au final m'a appris énormément de choses parce que c'est vrai que je stagnais à 300 € par mois et encore il y avait beaucoup de mois à zéro. Et au final j'ai réussi à atteindre aujourd'hui des CA qui vont à plus de 3000 € de manière stable. Et du coup voilà, c'est une période qui a été très compliquée pour moi mais qui au final m'a appris quand même énormément de choses avec le recul que j'ai aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai quand même réussi à passer de 300 € par mois, voire 0 très souvent, et à plus de 3000 € par mois de manière stable. Et du coup, forcément, j'en ai appris énormément de choses parce que derrière, j'ai cherché à m'améliorer et je me suis dit au bout d'un moment, cette période de stagnation là, c'est fini, je veux plus en entendre parler et je veux progresser. Donc c'est vrai que j'ai eu une longue période en fait d'apprentissage. J'ai testé plein de choses, j'ai testé plein de stratégies, enfin bref voilà, ça a été beaucoup de tests j'ai envie de dire et au final ça m'a fait grandir et ça m'a permis d'apprendre vraiment beaucoup de choses. Honnêtement durant cette période là j'aurais jamais pensé pouvoir vivre de mon activité, j'aurais jamais pensé pouvoir être là où j'en suis aujourd'hui et générer autant de CA tout en étant étudiante quand même à côté, faut pas l'oublier. Et donc voilà, donc croyez en vous parce que tout est possible et vous n'êtes pas seul dans ce cas là et c'est pourquoi aujourd'hui je fais plein de vidéos sur le sujet et que je reviens souvent à ça, le fait de stagner et j'essaie de vous faire comprendre que c'est souvent qu'une passe et que il faut juste prendre les choses en main et faire en sorte d'ensuite d'évoluer. Mais croyez en vous et n'oubliez pas que c'est vous qui avez les clés en main et que c'est vous qui pouvez tout changer. Et après cette petite leçon de morale, on va passer à la prochaine question qui est comment trouver un max de contrat. Alors écoute, si c'était aussi facile et si je pouvais te répondre en quelques secondes, je pense que tout le monde serait ravi. Malheureusement, ça fonctionne pas trop comme ça. Pour obtenir un max de contrat, c'est vrai qu'il y a tous les éléments à savoir gérer de A à Z, la prospection, le personal branding, la création de contenu UGC, d'avoir un portfolio parfait, la négociation, enfin bref, tous les éléments. Et même en une vidéo d'1 heure, je pourrais pas vous répondre. Par contre, je peux te donner un conseil qui va regrouper un petit peu tous les autres conseils, j'ai envie de dire. C'est le fait de ne jamais cesser de t'améliorer. Le fait de sans cesse chercher à t'améliorer, c'est vrai que c'est un conseil très général et je le dis très souvent d'ailleurs parce que pour moi c'est vraiment la clé de la réussite. Mais en fait si ce conseil là tu l'appliques à tous les aspects de l'UGC, la prospection, le personal branding, etc. et en fait derrière forcément tu t'amélioreras petit à petit sur tous ces points là et tu trouveras un maximum de contrats comme tu le veux. Évidemment pour trouver un max de contrats il y a quand même 2 points à respecter. Premièrement le fait de poster sur tes réseaux sociaux pour maximiser tes chances de recevoir des inbound et prospecter pour maximiser pareil tes chances d'avoir en général des collaborations et que les marques te répondent. Mais bien sûr il n'y a pas que ces 2 points là, si on fallait faire seulement ces 2 points là ce serait bien trop facile. Derrière il y a tous les autres aspects à bien sûr prendre en compte. Donc voilà, même si tu as l'impression de connaître déjà un petit peu tout sur l'UGC, tu verras qu'au final tu ne connais pas tout, donc cesse de ne t'améliorer, cesse de ne te former, cesse de ne pas penser surtout que tout est acquis. Donc voilà, travaille au max ces 2 points là, mais surtout cherche à sans cesse t'améliorer et surtout ne pense pas que tout est acquis
même si ça fait plusieurs mois ou plusieurs années que tu es dans l'UGC, il faut sans cesse se renouveler, il y a sans cesse de nouvelles tendances, de nouvelles attentes de la part des marques, etc. Et tu verras que si tu es sans cesse à l'affût et sans cesse en train d'essayer de t'améliorer, forcément tu trouveras un maximum de contrats. Et n'oublie pas qu'Internet c'est vraiment ton meilleur ami. Sur Internet tu trouves énormément de contenus gratuits qui peuvent te permettre vraiment de t'améliorer et d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop de réponse magique par rapport à cette question. C'est avant tout une question de travail, d'apprentissage et de patience. Il y a aussi l'effet cumulé petit à petit qui se met en place. Et voilà, tu verras que si tu appliques tout très bien, forcément tu trouveras un max de contrats. Et ensuite j'ai reçu pas mal de questions concernant du coup mon matériel. Quel matériel tu utilises pour faire des contenus hyper pro et avec une bonne lumière. Déjà merci parce que je le prends comme un compliment. C'est vrai que pour moi c'est hyper important d'avoir un contenu qualitatif et surtout une bonne lumière. Du coup moi j'ai commencé tout simplement à l'iPhone. Le plus important pour moi c'était vraiment la luminosité, ça l'a toujours été, j'ai toujours eu du contenu très lumineux, donc j'ai toujours tourné face à ma fenêtre directement, comme ça j'étais sûre d'avoir une lumière bien naturelle, je tournais toujours dans les horaires où il y avait le plus de luminosité. Pour moi c'est vraiment le point primordial, si je peux te donner un conseil, c'est d'avoir une bonne luminosité, ça change très clairement toute ta vidéo. Et ensuite j'ai investi petit à petit du coup dans d'autres choses. J'ai investi un petit peu tout d'un coup, c'est vrai pour le reste. Du coup aujourd'hui j'ai le Sony ZV-E10 II, à la base j'avais l'objectif classique qui est vendu en pack. Mais je trouvais le contenu beaucoup trop sombre, la luminosité changeait, à peine il y avait un nuage qui passait devant ma fenêtre, enfin tout le contenu changeait, etc. Donc c'est vrai que j'aimais pas du tout, du coup j'ai investi dans un objectif, c'est le Sigma 18 50 mm f2.8. Pour être très précis pour que vous ayez la ref. Et voilà, aujourd'hui du coup j'ai aussi des softbox qui me permettent d'encore mieux éclairer la pièce dans laquelle je tourne. Des fois je les utilise, parfois non, ça va vraiment dépendre du temps de dehors, de l'heure à laquelle je tourne, etc. Mais c'est vrai que ça permet en fait de toujours garder la même atmosphère, la même luminosité dans la pièce, même si le temps il change ou qu'il y a un nuage qui passe par exemple dehors. Donc voilà, j'ai aussi des panneaux LED que j'utilise régulièrement pour le fond de mes vidéos que je mets du coup derrière moi pour pouvoir créer de la profondeur dans la vidéo ou alors pour pouvoir mettre des fonds justement de couleurs. Je le mets sur mon mur blanc et c'est vrai que c'est plutôt pratique. En tout cas, je vais te faire un petit disclaimer, c'est que tu n'es pas obligé d'investir dans une caméra pour réussir dans l'UGC. Loin de là, je pense que beaucoup de créatrices UGC voient d'autres créatrices avec des caméras et du coup ça leur donne envie forcément d'investir. Mais il faut savoir que une caméra c'est loin d'être forcément plus facile qu'un téléphone, ça va pas forcément créer du meilleur contenu. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de réglages à prendre en compte, il faut savoir gérer tous les éclairages autour, ton environnement, etc. Donc voilà, tu peux très bien créer des magnifiques contenus à l'iPhone. Je pense à une créatrice UGC en particulier qui est Ayam Emaline sur Instagram, il me semble que c'est ça le nom si je me trompe pas. Et vraiment son contenu est magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle sait gérer tout le reste, elle sait gérer les éclairages, elle sait régler les réglages après le tournage sur son contenu pour améliorer la qualité, améliorer les couleurs, etc. Donc vraiment ne pense pas qu'une caméra c'est obligatoire, loin de là. Et ensuite, dernière question, j'ai hésité à y répondre parce que je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez déjà créé votre propre micro-entreprise, etc. Mais du coup la question c'est comment créer ma micro-entreprise. Je vais répondre très simplement à cette question. Je te conseille d'aller sur le compte YouTube de La Micro by Flo. Il explique étape par étape comment créer ta micro-entreprise et vraiment c'est hyper clair, il te dit quoi cocher, pourquoi le cocher, etc. La vidéo elle doit durer environ 30 minutes et honnêtement tu le suis étape par étape et tu verras que c'est ultra simple. Et dès que tu as une interrogation par rapport à ta micro-entreprise, tu peux directement aller consulter son compte. En général, il y a énormément de vidéos sur le sujet par rapport aux micro-entreprises justement et ça t'aidera à vraiment y voir plus clair sur le sujet. Donc voilà, cette petite vidéo elle est terminée, j'ai pas forcément pu répondre à toutes vos questions. Si jamais j'y ai pas répondu, n'hésitez pas à vous référencer à mes autres vidéos YouTube. C'est sûrement que j'ai déjà abordé le sujet ailleurs et que je voulais pas forcément me répéter. Et surtout ici je voulais aborder des sujets auxquels j'aborde pas d'habitude, tels que la facturation, ma plus grosse difficulté, etc. Des questions un petit peu qui changent de d'habitude, du coup voilà. En tout cas, je vous laisse me faire un retour sur ce format-là. C'est vrai que moi j'ai bien aimé parce que ça m'a permis de répondre à des questions un petit peu plus personnalisées que d'habitude. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et à lundi!